Des obsessions nocturnes, des phares qui transpercent l'obscurité. Une psyché labyrinthique, des tourments intérieurs, une fascination pour une autre femme, une femme sur laquelle on projette à la fois ses craintes et ses désirs. Vous pourriez avoir l'impression que je vous parle de l'ouverture de Lost Highway ou des espoirs hollywoodiens et déchus de Naomi Watts en surimpression sur les rues de Los Angeles et de Mulholland Drive. C'est normal, parce que rares sont les cinéastes contemporains aussi influents que David Lynch. Son nom est même devenu presque un qualificatif en fait, presque un adjectif qu'on donne à toutes les œuvres surréalistes, oniriques, toutes les œuvres qui ont une atmosphère un peu de rêve labyrinthique et qu'on va directement qualifier de lynchienne. Et pourtant, toutes les visions que j'ai décrites ici appartiennent à un film français. Un film sorti en 2008 de manière bien trop confidentielle, malgré un petit triomphe à la Mostra de Venise. Pierre Trividic et Patrick Mario-Bernard sont loin d'être les cinéastes français les plus connus, et pourtant, on en a déjà parlé sur Intercut. Ils sont à l'origine d'un documentaire fascinant sur Howard Phillips Lovecraft, un auteur qui partage d'ailleurs bien des points avec l'œuvre de Lynch, notamment dans son rapport quasi maladif à l'inquiétante étrangeté qui vient bouleverser un réel et une situation en apparence tranquille. Ce duo de cinéastes, ils naviguent entre fiction et documentaire. Ils écrivent des scénarios pour d'autres réalisateurs, notamment Guillaume Niclou. Ils développent des petits projets fauchés et, en 2008, ils vont passer à la vitesse supérieure et se lancer dans un long métrage de fiction qui est adapté de L'Occupation. L'Occupation, c'est un bouquin qui est écrit par le prix Nobel de littérature Annie Ernaux, et c'est un bouquin sur la manière dont la jalousie maladive peut vraiment ronger l'état mental en fait. Ce sera la naissance de L'Autre, un film vénéneux, lancinant, hypnotique, qui distille un malaise que j'ai rarement vu dans le cinéma français. Il y a quelque chose de terrible dans les rapports humains. Des contradictions, des âmes trompées, une tendance à blesser, que ce soit l'autre ou soi-même. Et ce genre de situation, on l'a tous vécu. En l'occurrence, un couple qui se sépare. Alex veut s'engager, veut s'installer, veut franchir un cap avec Anne-Marie. Et elle, non. Elle veut garder sa liberté. Ils ont pas les mêmes attentes. C'est pas grave, Elle opte pour une séparation, en bons termes, respectueusement, parce que c'est juste que parfois l'amour n'est juste pas suffisant. Pourtant, Anne-Marie apprend rapidement que après cette rupture, Alex voit déjà quelqu'un d'autre. C'est l'ordre normal des choses, mais peu à peu, Anne-Marie développe une sorte de curiosité malsaine pour cette autre. Qui est cette nouvelle amante? D'où sort-elle? Comment se sont-ils rencontrés? Bref, cette curiosité devient une jalousie maladive, une jalousie qui bombarde son esprit d'images terribles, de visions menaçantes. Son état mental dérive peu à peu dès qu'elle pense à cette femme, et le problème c'est qu'elle y pense tout le temps. Un peu comme si toute la deuxième partie de Mulholland Drive s'étalait sur un seul film d'1h30, et qu'il n'y avait que le cauchemar de Naomi Watts, sans aucun fantasme. L'Autre, c'est ça, et c'est un de ces grands films oubliés dont j'adore parler sur cette chaîne. Vous connaissez la chanson, comme d'hab, quand je parle d'un film, tout seul comme ça sur une vidéo, je fais gaffe à ce que je vous montre, je fais gaffe au plan que je vous montre, et je fais attention de rien spoiler. Vous pouvez continuer la vidéo. C'est un film qui a été récompensé du prix de la meilleure actrice par Wim Wenders à la Mostra de Venise, rien que ça. Et l'autre met en scène Dominique Blanc, qui livre, alors je casse le suspense direct, elle va livrer une performance hallucinante et complètement habitée, sur laquelle je vais bien sûr revenir. Mais avant toute chose, je veux vous faire comprendre à quel point le travail des cinéastes sur l'ambiance est impeccable. C'est-à-dire que le monde dans lequel notre héroïne va évoluer va être de plus en plus étrange. Sa jalousie dépressive va commencer à altérer sa vision de la réalité, et ça c'est annoncé dès les premières minutes. Et d'ailleurs, l'introduction est une merveille, mais vraiment j'aurais donné cher
pour voir ça sur grand écran. L'introduction te plonge directement dans un film dont on sent qu'il va être à fleur de peau, dont on voit qu'il va être profondément sensuel, parfois même franchement abstrait, en tout cas c'est le cas de cette introduction. Un film qui va chercher à te faire ressentir plutôt qu'à te faire comprendre en fait. Et ça fonctionne parfaitement. La photographie est granuleuse, nocturne, très contrastée. Vraiment, elle instaure une poésie urbaine qui est profondément symbolique. Dans cette intro, on plane au-dessus des individus, on les distingue absolument pas, juste on les survole sur des nappes de synthétiseurs que n'aurait pas renié un certain Angelo Badalamenti. Et ces individus, ils sont un peu comme nous, on est tous anonymes, on est tous interchangeables, et quand le soleil se couche et qu'on se retrouve seul dans les méandres de nos esprits, à se rendre compte qu'on n'est pas unique, mais que vous connaissez le froid et l'angoisse qui peuvent nous étreindre, dans ces moments-là, l'autre capte parfaitement ça, en 5 minutes d'introduction. Et par contre, ouais, ne croyez pas qu'on est sur un de ces drames français à la photographie très naturaliste, un film qui soit économe par défaut de budget en ambition, parce que vous le voyez bien aux images, hein, l'autre il se teinte quand même d'un sacré travail de photographie et d'atmosphère, et il comprend parfaitement comment capter la même ambiance qui peuvent survenir des nuits de David Lynch. C'est clairement un film à l'esthétique marquée, à l'esthétique travaillée, qui en plus de ça impose d'emblée une narration assez particulière. Une narration où les scènes semblent se succéder au montage, plutôt par une logique émotionnelle que par une logique narrative. Je m'explique. En fait, les cinéastes vont préférer lier par leur montage des sensations qui se répondent, plutôt que de construire un récit purement linéaire. Ce qui est intéressant, c'est de voir dans quel état d'esprit t'as mis la séquence précédente pour voir dans quel état d'esprit va te mettre la séquence qui suit. Ça se joue comme ça en termes de sentiments et de sensations, plutôt que d'avoir un récit comme ça. Ça te donne vraiment l'impression de sauter et de jongler entre une succession de sentiments violents qui tourbillonnent et qui émergent et s'éteignent brutalement, ce qui fait qu'en fait on se sent submergé comme ces sentiments submergent l'héroïne. Et ça fait de l'autre un film qui est quand même assez brutal émotionnellement, hein, parce que ça te plonge au sens littéral dans un cerveau malade. Le cerveau d'une femme qui réalise que son histoire n'est pas unique, qu'elle a peut-être moins marqué la vie d'un homme qu'elle ne le pensait, et qui sombrera dans la paranoïa par un esprit à vif, complètement obsédé par une femme dont elle ne connaît même pas le nom. Et pour interpréter ce rôle, les amis, voilà, hein, Dominique Blanc. Dominique Blanc, c'est une actrice dont on parle quand même un petit peu moins que certaines grandes actrices françaises. Je veux dire, on parle moins de Dominique Blanc que de Isabelle Huppert ou de Juliette Binoche, et je trouve ça pas forcément mérité, parce que c'est quand même une femme qui a 4 Césars en poche, qui a une filmographie assez dingo, et qui a ici un rôle de femme qui m'a bien fait penser au rôle de Charlotte Gainsbourg dans Antichrist, en tout cas qui m'a bien fait penser au rôle des femmes chez Lars von Trier, une femme qui va être perturbée dans son ego et dont les sentiments à vif peuvent presque être perçus comme une maladie mentale par les hommes étrangement normales et stables lorsqu'elle voit ses collègues, lorsqu'elle vit, lorsqu'elle travaille, lorsqu'elle boit un café. Anne-Marie va devenir incontrôlable, violente et paranoïaque dès lors qu'une pensée surgit de nulle part et lui transperce le cerveau pour lui rappeler sa blessure. Et on est loin du cliché de la folle entre guillemets qui ne sort pas de chez elle, qui a des cernes énormes et qui semble être profondément malade même en société. Non, en fait là c'est là où c'est plus fort je trouve, c'est qu'elle parvient à faire bonne figure, elle parvient à être un peu plus normale et du coup à transmettre un jeu qui soit tout en nuances, un jeu qui est en fait bien plus trouble que juste ouais, une femme folle, paranoïaque et jalousive malade. Et c'est ça qui rend en fait cette espèce de folie si insidieuse. C'est une folie imprévisible, une folie violente qui isole complètement notre héroïne dans son désespoir. Et les scènes oniriques, bon, même plutôt cauchemardesques en vrai, ces scènes cauchemardesques qui mettent en scène ce revirement soudain, mais elles ont rien à envier par exemple aux visions d'un Répulsion de Roman Polanski ou aux visions qui hantent complètement Naomi Watts dans le dernier tiers de Mulholland Drive. Et il y a un bonheur en moi qui n'est pas le mien et que je sens quand même en moi. Plus personne ne peut me l'enlever. J'ai été véritablement surpris par la maîtrise de ce film, qui est un film que j'ai découvert il y a quelques semaines seulement, et franchement,
faire ce film, c'est quand même pas donné à tout le monde, hein. Ce jeu sur les détails, cette capacité à faire naître l'étrangeté, à brouiller la frontière entre réalité, cauchemar et hallucination, sans que ce ne soit jamais vulgaire, a créé cette ambiance quasi fantastique qui s'immisce dans des situations qui paraissent pourtant très terre-à-terre, comme Lynch adore le faire. Clairement, je m'attendais pas à un film qui parvienne à m'envoûter à ce point, avec finalement pourtant assez peu d'action, avec assez peu de virages narratifs, mais avec une réalisation impeccable. J'ai adoré la musique planante sous forme de nappe de synthé, j'ai adoré ce sound design qui s'amuse à emprunter à l'horreur le temps de quelques séquences, j'ai adoré la photographie dont j'ai déjà parlé, mais qui aide tellement à la construction de l'univers. J'adore aussi le fait que le film sache se terminer au bon moment, ça dure 1h30, et c'est exactement la durée qu'il fallait pour ne pas tourner en rond. Alors voilà, L'Autre, c'est un film qui a un style bien à lui. Je parle de Mulholland Drive dans le titre parce que bon, effectivement, c'est un film qui doit beaucoup à Mulholland Drive. Et oui, les liens, ils sont bien là, j'y ai pensé plusieurs fois pendant le visionnage. Que ce soit par même les thématiques ou par ces passages purement abstraits, je veux dire, dès l'introduction, on est dedans, c'est clair, on est dans Mulholland Drive. Mais le film parvient aussi à exister par lui-même, il parvient à développer une tension vénéneuse qui va aller crescendo, et qui bénéficie de ce montage étrange et surprenant où on se rend compte qu'en fait, même quand les choses semblent un peu s'apaiser entre guillemets, on n'est vraiment jamais à l'abri d'une nouvelle plongée de Anne-Marie. Et cette scène finale, que évidemment je ne vous raconterai pas, qui est quand même d'une force assez implacable. Non, vraiment, L'Autre, c'est un grand film français qu'on a peut-être trop vite oublié, qu'on a trop vite mis de côté, malgré des qualités cinématographiques assez folles, mais qui sont, évidemment pas des qualités cinématographiques les plus bankable du monde, c'est sûr. Et c'est là tout l'objectif de cette chaîne, c'est de faire découvrir ce genre de film pour partir d'un film référent que vous avez tous aimé pour vous amener ensuite à peut-être découvrir des films plus obscurs mais pas moins intéressants. L'Autre se situe parfaitement dans cette logique-là et c'est peut-être un film qui au fond est bien plus que le Mulholland Drive français.